ce travail. Peut-être en quelques mots. Alors d'abord peut-être pour qu'on se présente en quelques secondes. Donc moi-même, enfin, vous avez les petites bios dans le dossier de presse. Donc, je suis avocat. Je viens à l'origine du Conseil d'État. J'ai fait la plus grande partie de ma carrière. Je suis juste un jeune avocat malgré les cheveux blancs depuis 4 ans. Et avant, j'étais au Conseil d'État. Des tas de choses diverses et variées. Et notamment, j'ai fait pas mal de droit de l'environnement au Conseil d'État, conclu comme commissaire du gouvernement sur quelques grandes affaires, dont l'affaire commune d'Annecy pour les spécialistes, qui est un gageard, grands arrêts de la jurisprudence administrative, qui portait sur la charte de l'environnement. Un des liens d'ailleurs avec notre rapport d'aujourd'hui. Voilà, et aujourd'hui je suis avocat au cabinet Bredin-Pratt, qui est le cabinet fondé par Badinter et Bredin, et qui fait aujourd'hui surtout du droit des affaires, et je dirige là-bas le département de droit public des affaires, donc absolument aucun rapport avec le rapport actuel. C'est vraiment quelque chose de tout à fait à côté pour le plaisir dans mes activités. Alors ça c'est pour moi. Un mot si vous voulez vous présenter. Comme ça, oui. Yann Cabrach, je suis professeur de droit public, de spécialisé de droit international public et plus particulièrement le droit international de l'environnement. Je suis professeur à Paris 1, à la Panthéon-Sorbonne, le droit de la Sorbonne. Et Laurent Néré, je suis professeur de droit à l'université de Versailles. J'enseigne également le séminaire de droit économique de l'environnement à Sciences Po et j'ai particulièrement travaillé sur la réparation du préjudice écologique. Ça, c'est l'aspect de droit civil. Et puis, un rapport récent remis à la garde des Sceaux au début de l'année sur la lutte contre la criminalité environnementale, qu'elle soit nationale ou internationale. Voilà, comment le droit pénal peut venir au secours du droit de l'environnement. Ce sont les thèmes du moment. Voilà. Je vais peut-être continuer sans micro, hein, si ça vous va, c'est plus simple. Et donc, il faut aussi d'abord, dans la rubrique présentation, excuser l'absence, vous les avez dans les bios, mais ils ont eu des empêchements de François-Guy Trébul, qui est un des membres de la commission, donc professeur de droit civil de l'environnement, grand civiliste dans ce domaine, et de Manon Perrière, qui était la rapporteure générale de notre rapport, et qui est une jeune auditrice au Conseil d'État. Et vous avez dans la salle Patricia Savin, qui est ici, et qui est aussi membre de la commission, et qui aurait pu se joindre à nous, mais juste comme ça, vous pouvez lui poser des questions ensuite. Et Patricia, si tu veux dire un mot d'ailleurs pour te présenter. Avocate en droit de l'environnement chez Yes Avocat. Voilà, spécialiste, grande spécialiste du droit de l'environnement. Voilà, peut-être un mot pour resituer, je ne sais pas de combien de temps vous disposez, on va essayer d'être bref, mais on peut ensuite répondre à des questions. Donc essayer de ne pas être trop long et de ne pas trop faire d'incidentes. Peut-être qu'on peut dire qu'en une demi-heure, on essaye de vous présenter le rapport, ça vous va? Et puis répondre à vos questions après. En tout cas, donc en 2 mots, quelques mots de présentation du Club des juristes, pour vous donner une idée du contexte et de la commission environnement du Club des juristes. Donc le Club des juristes, que vous connaissez peut-être, c'est comme son nom l'indique, un club, une association qui regroupe vraiment des juristes, on va pas avoir trop de bruit, avec une particularité, l'esprit du Club des juristes, c'est des juristes parlent aux non-juristes. L'idée, c'est pas d'avoir un de ces énièmes clubs qui regroupent des spécialistes entre eux pour parler entre eux. C'est vraiment des juristes qui essayent de participer au débat public sur les politiques publiques pour apporter leur contribution de juristes, de spécialistes du droit, aux divers débats de la société. Alors du coup, ça entraîne un certain nombre de conséquences, et notamment sur nos travaux qui sont tournés plutôt vers l'extérieur, vers les décideurs publics. On essaye de proposer des choses, d'être concret, pas uniquement descriptif de l'état du droit, mais d'aboutir à des propositions de réforme dans chacun des domaines. C'est très très varié, hein. Et ça peut toucher au droit des affaires, au droit pénal, au droit boursier, etc., puisqu'on est à côté de la bourse. Et aussi, donc, pour ce qui nous concerne, au droit de l'environnement. On a une commission environnement, que j'ai le plaisir de présider, ça revient vraiment, de coordonner. Et cette commission environnement, vous avez la composition quelque part, je crois, dans le dossier de presse. Vous verrez qu'elle réunit, en
en exagérant peut-être un tout petit peu, mais c'est pas très loin de la vérité, pratiquement les meilleurs juristes, enfin, parmi les meilleurs juristes, on peut le dire comme ça, parmi les meilleurs juristes de droit de l'environnement. Vous avez la composition d'ailleurs dans les toutes premières pages du rapport 1, c'est la première page en réalité. Parmi les meilleurs juristes de droit de l'environnement, ils ne sont pas tous bien sûr, enfin, les noms qui sont dedans comptent beaucoup quand même en droit de l'environnement, donc notamment les deux personnes qui m'entourent. Une des particularités aussi que j'aime bien pour ma part de cette commission, c'est la grande diversité de sensibilités. C'est-à-dire qu'on a à la fois Pascale Cromarec, par exemple, qui était juriste chez Total et présidente au MEDEF de la commission environnement, et puis Alexandre Faro, qui lui est l'avocat de Greenpeace. On a vraiment toutes les sensibilités, et c'est ce qui fait en fait la richesse de cette commission, parce qu'à un moment, ça devient presque en fait une bande de copains juristes qui réfléchissent sur le droit de l'environnement, pour le plaisir, hein. Moi ça me prend beaucoup de temps, juste bénévolement, juste pour le plaisir d'apporter voilà, une petite contribution au sujet, à la réflexion, avec entre guillemets notre expertise, pour voilà, faire le point sur tel ou tel sujet, et puis essayer de formaliser, de s'obliger à formaliser ça sous forme de proposition, ce qui n'est pas toujours évident, parce que l'art est difficile, hein, mais on essaye d'arriver à la fin à quelques propositions sur les sujets sur lesquels on s'attarde. On a déjà fait un premier rapport sur le préjudice écologique, qui avait eu son petit succès, avec une proposition de loi votée à l'unanimité par le Sénat, mais ça s'est arrêté là, c'était juste une proposition de loi. Et la balle ensuite a été dans le camp du ministère de la Justice, qui a transformé ça, qui est allé assez loin d'ailleurs dans l'élaboration d'un véritable projet de loi sur le préjudice écologique. L'idée c'était d'écrire dans le Code civil la responsabilité environnementale, hein, après les articles 1382, qui se contentent de dire que on doit réparer les atteintes causées aux dommages des personnes. On a ajouté qu'il faut aussi réparer les atteintes causées à la nature. C'est le principe de l'obligation de réparer les atteintes à la nature. Et aujourd'hui, c'est un projet qui risque de revenir bientôt, on verra bien, ça dépend du calendrier parlementaire. Enfin voilà, un exemple de nos travaux. On a aussi travaillé l'an dernier sur l'information environnementale. Certains d'entre vous ont un peu suivi d'ailleurs ce deuxième rapport sur l'information aussi bien d'ailleurs du côté des personnes publiques, l'obligation d'informer le public, que du côté des sociétés, avec tout ce qui tourne autour de la responsabilité sociale et environnementale, les bilans, le greenwashing, etc. Enfin, deuxième rapport sur l'information environnementale, et ce troisième rapport, on y arrive, sur le droit international de l'environnement. Alors, on n'est pas des spécialistes à l'origine du droit international de l'environnement, sauf en vérité le seul vrai spécialiste, c'est Yann Kerbrand, qui est le vrai spécialiste du droit international de l'environnement. Pour le reste de la commission, on est des juristes, mais pas nécessairement tournés vers le droit international. Donc on s'y est mis, et on a réfléchi au sujet, on a voulu faire une sorte de diagnostic, d'état des lieux du droit international de l'environnement pendant une petite année, 9 mois, à l'approche de la COP21. Et on vous livre donc le fruit de nos réflexions, de nos débats et des propositions qu'on a pu faire autour du droit international. Alors, c'est tourné bien sûr vers cette occasion qu'est la COP21, mais, et on a quelques propositions qui peuvent s'appliquer spécifiquement à la COP21, mais notre réflexion et nos propositions sont un peu plus général et concerne d'une manière plus générale l'état du droit international de l'environnement, avec des propositions dont certaines sont de toutes sortes. Certaines sont assez pragmatiques, concrètes et peuvent être appliquées dans l'année qui suit. Dans l'année qui suit, un des problèmes d'ailleurs on le verra, c'est que le droit international ça ne se modifie pas d'un coup de baguette magique ou à coup de 49.3 devant l'Assemblée nationale. C'est un peu compliqué de faire bouger le droit international, donc c'est peut-être un peu plus long. Mais donc certaines propositions peuvent être disons de court terme, et puis d'autres propositions sans doute sont plus ambitieuses, plus de long terme. Et donc il y a aussi dans ce rapport-là quelque chose de l'ordre de on pense et on réfléchit au droit international de l'environnement de demain, et même d'après-demain parfois. Parce qu'on voit un peu loin, un peu ambitieux. Peut-être, disons-le tout de suite pour ma part, à la réflexion, parce que
Ouais, on a commencé à avoir déjà pas mal d'échanges avec les uns et les autres. Ce que je me dis sur les propositions, on va vous en parler maintenant, mais ce que je me dis, c'est que dans ce rapport d'ailleurs, d'une manière générale, comme les précédents, c'est une sorte de boîte à idées. On a réfléchi pendant quelques mois, on a ici une boîte à idées, les décideurs publics maintenant vont faire ce qu'ils veulent, c'est sur la table. On se demande d'ailleurs jusqu'à quel point il faudrait qu'on continue à les porter, on en parlait avec Laurent il y a 10 minutes, presque on pourrait s'arrêter là, voilà, maintenant faites-en ce que vous voulez, puis un jour ça sortira, un jour ce sera utile. Mon sentiment, c'est que pour que ce genre de proposition aboutisse, et surtout en droit international, il faut qu'il y ait des occasions particulières. Il faut que, voilà, je prenais un exemple un peu dramatique, mais on n'est pas très loin de ça. Pour qu'on ait pu en 1950, et l'exemple est assez proche de nos propositions en vérité, en 1948 et 1950, successivement adopter la Déclaration universelle des droits de l'homme, ou la Convention européenne des droits de l'homme, il a fallu qu'il y ait la Shoah, il a fallu qu'il y ait des catastrophes, il a fallu qu'il y ait la Seconde Guerre mondiale. Et un jour, on s'est décidé à faire ça. Si on avait proposé la Déclaration universelle des droits de l'homme dans les années 30, aucune chance. L'Allemagne n'aurait jamais voulu. Évidemment, c'était Göring, charbonnier et mettre chez soi, principe de souveraineté nationale, laissez-moi faire de mes juifs ce que je veux faire de mes juifs. Bon, c'était ça, hein, dans les années 30. Et on est face à cette espèce de tension très compliquée à gérer pour des gens pragmatiques comme nous, comme moi par exemple avec des clients qui sont des chefs d'entreprise. C'est très visible en droit de l'environnement, cette espèce de tension entre le souci du réalisme, du pragmatisme, de ce qu'on peut vraiment faire, et en même temps le souci quand même d'avoir un peu d'ambition et de voir un peu loin. On est pris entre les deux, les propositions sont là, certaines sont concrètes, d'autres sont plus ambitieuses, peut-être qu'un jour ça sortira, j'espère pas, mais c'est possible à la faveur d'une catastrophe écologique, je ne sais pas. En tout cas, voilà l'esprit dans lequel on se situe. Alors, les propositions. Des garanties procédurales, des garanties, deuxième partie, juridictionnelles, et troisième partie, des garanties textuelles. Alors ça, c'est du jargon de juriste, hein, des garanties procédurales, juridictionnelles, textuelles. Ça recouvre quoi? Ça recouvre simplement, essentiellement, les grandes étapes dans la conception du droit de l'environnement. La première étape, c'est l'élaboration, au moment où on élabore des normes internationales, comment on les négocie, que peut-on faire. Deuxième étape, l'application du droit international, est-ce qu'on l'applique correctement, est-ce qu'on applique les traités correctement. Et puis, troisième étape, à la fin, on s'est intéressé au contenu lui-même des textes. C'est là qu'on parle des garanties textuelles, c'est le contenu des textes. Ça, c'est déjà pour vous donner une idée des trois grandes parties, avec une méthode un peu Google Maps, hein, on voit de loin les trois grandes parties, puis maintenant on va rentrer dans le détail de chacune d'entre elles. Mais je vais commencer par le diagnostic, parce que ça va vous expliquer le fil directeur de notre rapport. Le fil directeur, pour le dire tout de suite, c'est les citoyens, pour rendre le droit international de l'environnement plus effectif, ce qui n'est pas aujourd'hui. Les citoyens doivent faire pression sur les États. La société civile doit participer au droit international de l'environnement, doit avoir une place sur la scène internationale, ce qu'elle n'a pas vraiment aujourd'hui. En tout cas pas dans les textes, même si elle en pratique, elle n'a pas dans les textes cette place sur la scène internationale. Donc les citoyens doivent faire pression à tous les stades, au stade de l'élaboration, pour que les États signent des traités ambitieux, d'abord. Ça, je vous renvoie, pour donner un exemple, à l'initiative Osons de Nicolas Hulot. C'est tout à fait ça. Faisons pression, les citoyens doivent faire pression sur les États pour qu'ils signent des accords ambitieux. Et puis, ensuite, à l'étape de l'application, les citoyens doivent aussi participer, les ONG en particulier, pour saisir les juges, s'il y en a, des normes internationales, du respect par les États des normes internationales. Et puis à la fin, pour couronner le tout, c'est la dernière partie, il faut inscrire dans le marbre du droit international, dans des textes, les droits des citoyens. Et en particulier, ce droit majeur de tout découle, le droit à un environnement sain. C'est le grand principe. En parenthèse, je ne sais pas si vous aviez suivi, mais le pape François, devant l'Assemblée générale des Nations Unies à New York,
à prôner la reconnaissance formelle d'un droit à l'environnement sain. C'est un petit peu ça ce qu'on dit à la fin quand on parle d'une charte universelle du droit de l'environnement. Parce que c'est de ce droit des citoyens que tout découle ensuite. Que découle leur droit à participer à l'élaboration, première partie, et que découle leur droit à participer à l'application, à contrôler l'application du droit international par les États. Voilà, ça c'est, en résumé, le fil directeur de notre rapport. Si je reviens un tout petit peu en arrière, donc sur le diagnostic, d'abord. Parce que, pour faire le lien avec la COP21, à l'approche de la COP21, nous on s'apprête à signer un accord international sur le réchauffement climatique. Il n'est peut-être pas inutile de se poser la question de savoir est-ce que les États respectent les accords internationaux, que valent ces accords internationaux. Bon, tout le monde parle beaucoup de cet accord qui devrait être signé, oui, mais enfin, est-ce que c'est respecté? Qu'est-ce que ça vaut? Est-ce qu'on a des moyens de les contrôler? Donc, première phase, diagnostic. Et notre diagnostic est quand même pas très optimiste. Bilan mitigé. Si, il faudrait être en fait nuancé. Je crois que c'est compliqué aussi, surtout dans la presse, d'être nuancé parce qu'on va directement, et je comprends bien, voilà, au problème. On ne va pas passer par toutes les nuances. Mais je vous le dis quand même d'abord, à titre préliminaire, il y a dans le droit international de l'environnement aujourd'hui beaucoup de choses positives aussi. Hein, il faut être quand même objectif. Depuis les années 70, on a multiplié des conférences internationales très importantes avec une mobilisation universelle. Hein, ça c'était Stockholm, Rio et autres. Bon. On a signé beaucoup de traités, presque trop, mais des traités très techniques, très sectoriels. On compte plus de 500 traités aujourd'hui. Vous pouvez retenir ce nom. Voilà. Plus de 500 traités en droit de l'environnement. Mais justement, ça pose un problème d'accessibilité, parce que on y reviendra, c'est un des sujets. Il y a peut-être trop de traités techniques, ponctuels, sectoriels, régionaux, simplement qui concernent certaines parties du monde. Et il y a un besoin peut-être d'accessibilité, d'unification. Enfin bon, il y a ce côté plutôt positif de prolifération du droit international de mobilisation. Ok, ça c'est le côté positif. Bon. Maintenant, les ombres au tableau. Et c'est surtout ça qu'on a voulu quand même relever pour voir ce qu'on pouvait faire pour améliorer. Il y a une sorte de, on dit dans le rapport, un double échec. Vous voyez, c'est dans le petit résumé, l'introduction avec le petit diagnostic, on vous parle du double échec du droit international. Le mot échec est peut-être un peu sévère, on pourrait dire en tout cas les deux grandes faiblesses, c'est vraiment deux vraies faiblesses du droit international de l'environnement. La première dans l'élaboration, la manière d'élaborer des normes internationales, et la deuxième donc dans l'application. Donc deux grandes questions. Dans l'élaboration, pour faire le diagnostic, et puis je laisserai la parole à ensuite Laurent et Yann pour présenter les propositions qu'on a dans divers domaines. Mais sur le diagnostic, dans l'élaboration d'abord, on le voit bien, le problème, et c'est peut-être un peu insurmontable, en tout cas à court terme, c'est qu'on est face à un processus diplomatique. L'élaboration des normes internationales, c'est pas comme pour les normes internes, je le disais tout à l'heure en plaisantant, les normes internes c'est facile, on a le 49.3, on peut forcer l'Assemblée nationale, on a un système d'ordonnance éventuellement pour aller vite, des décrets. Bon. En droit international, c'est un processus diplomatique. Et qui dit processus diplomatique dit respect de la souveraineté des États, et ça c'est la pierre angulaire du droit international qui peut être une cause des difficultés. La souveraineté quelque part, c'est une des causes, même si c'est nécessaire, hein, loin de moi l'idée de remettre en cause la souveraineté, mais c'est une des causes, c'est un des obstacles au progrès aujourd'hui du droit international de l'environnement. Parce que dans un processus diplomatique, il faut que tous les États, un maximum d'États, signent le traité, il faut essayer de les rattacher à un objectif commun, et en même temps il faut essayer d'avoir des objectifs ambitieux. Et on est pris un peu, c'est le dilemme cornélien, et pratiquement il faut choisir, c'est ou l'un ou l'autre. C'est ou bien on a beaucoup d'États, ou bien on a des objectifs ambitieux. Mais avoir à la fois un traité contraignant, ambitieux, et en même temps, deuxième objectif, universel avec un maximum d'États, ça c'est très compliqué. Et le résultat des courses, on le voit bien, c'est échec du sommet de Copenhague, c'est lenteur
risque de paralysie des négociations, c'est des petits compromis, c'est des, puisqu'il faut que les États-Unis adhèrent, ça serait quand même le signe du succès, ça serait que les États-Unis, aujourd'hui pour la COP21, soient partis à l'accord, je n'ose pas dire traité, à ce qui sera signé au moment de la COP21. Or, aux États-Unis, le Sénat doit ratifier les traités. Si c'est un vrai traité, il doit les ratifier aux 2/3, donc c'est impossible. Donc il ne faut pas que ce soit un traité, d'où la déclaration de John Kerry. Ce ne sera pas, bien sûr, un traité contraignant. Et voilà un des exemples de problèmes qu'on a face à l'élaboration du droit international de l'environnement aujourd'hui. Pour être honnête, je ne pense pas qu'on fasse beaucoup avancer les choses à court terme. Je crois, alors ça c'est des réflexions de juristes, on est presque, entre juristes on aime bien ça, ça vous intéresse moins peut-être à court terme, mais je crois que fondamentalement, on est aujourd'hui face à un moment charnière du droit international, en général, pas seulement dans le droit international. Notre société se mondialise, on a évidemment face à la mondialisation économique et autres, on a besoin de normes internationales, de plus en plus, il y a une explosion de normes, des normes internationales, qui concernent la vie quotidienne des individus, et en particulier en droit de l'environnement, mais pas seulement. Or, notre droit international repose encore, aujourd'hui et peut-être pour longtemps, sur des concepts qui datent du 19e siècle. Et ça, encore une fois, c'est une petite parenthèse entre juristes, mais ça vous intéresse peut-être et ça éclaire les débats qu'on a aujourd'hui. Ça a des conséquences très concrètes, très pratiques. C'est que le droit international repose sur des concepts du 19e siècle. C'est-à-dire d'une époque où les traités avaient un champ très limité, il y avait très peu de traités. Les traités, c'était surtout pour arrêter de faire la guerre, pour délimiter des frontières, c'était ce qu'on appelait des traités contrats entre deux États, bilatéraux très souvent, qui n'intéressaient pas les individus. Et donc qui reposaient sous la souveraineté. Et c'est ce qu'on a derrière, c'est la conception volontariste du droit international. Un État ne peut se soumettre à une norme que s'il accepte de se soumettre. C'est une auto-limitation, c'est une auto-soumission. Bon. Aujourd'hui, cette vieille conception marche mal avec le besoin qu'on a de droit international. Et ça, c'est un des points de notre rapport. On commence, j'aurais pu commencer par ça, par l'idée que nous avons un besoin de normes à l'échelle internationale. On ne va évidemment pas lutter contre le réchauffement climatique, contre la disparition des espèces, contre les pollutions ou le nuage de Tchernobyl, avec des normes nationales adoptées dans le cadre d'un État. On a bien sûr besoin de dépasser le cadre de l'État-nation. Les normes doivent être adoptées à l'échelle mondiale. C'est le bon niveau. Or, il y a un décalage aujourd'hui entre les territoires juridiques enfermés dans le cadre de l'État, avec sa souveraineté, et les territoires écologiques, pour le dire avec une jolie phrase. Décalage entre ces deux territoires, juridiques et écologiques. Et donc voilà, le droit international, je crois, est appelé à évoluer. Notre solution, notre piste de solution, on ne va pas évoluer demain, on ne va pas supprimer la souveraineté demain, mais une des pistes de solution, c'est au moins de contrebalancer. Gardons la souveraineté, ok, mais au moins on contrebalance, on fait contrepoids à cette toute-puissance des États, en mettant sur la scène internationale la société civile. Et en lui donnant des droits écrits dans des textes, pas juste dans la pratique. Dans la pratique, au jour d'aujourd'hui, en vérité, la société civile a déjà une place énorme. Il suffit de voir la COP21, ou déjà à Rio, on cite l'exemple parce que c'est un chiffre qui parle. À Rio, en 1992, première conférence de Rio, il y avait plus de 20 000 représentants des ONG. Plus de 20 000 représentants des ONG, c'est-à-dire plus de participants de la société civile que de représentants des gouvernements. On voit bien qu'en pratique, les entreprises, d'ailleurs pas seulement les ONG, on ne veut surtout pas que les entreprises soient oubliées. Les entreprises ont un rôle très important, les ONG ont un rôle très important, mais c'est seulement dans la pratique. Le droit n'a pas encore tiré les conséquences de ce rôle de la société civile sur le plan international. Alors, le droit est en retard sur cette réalité. Il y a un décalage entre une réalité où la société civile a toute sa place et un droit international qui repose sur des vieilles conceptions du 19e siècle où, en résumé, c'est aussi une formule qui résume tout, aujourd'hui c'est un droit fait, le droit international, c'est un droit fait par les États, pour les États. C'est tout. Pas de place pour la société civile. La question de savoir
si les individus sont un sujet de droit international, ça fait l'objet de débats. L'application des traités, j'ai essayé d'être plus rapide parce que je suis peut-être un petit peu trop long, mais dans l'application des traités, au jour d'aujourd'hui, des mécanismes de contrôle et de sanctions insuffisants. C'est un diagnostic partagé par tous. Quand je dis par tous, je lisais avec délectation l'encyclique du pape François et je voyais qu'il le dit, mot pour mot. J'ai failli, d'ailleurs on le cite à un moment donné dans le rapport, que voilà, à Rio on a adopté une belle déclaration mais qui n'a pas de portée juridique. À Rio 92, il y a une déclaration de Rio, vous en avez peut-être entendu parler, la déclaration de Rio, qui pose un certain nombre de grands principes, mais elle n'a pas de valeur juridique contraignante, et même quand on a un traité contraignant, il nous dit de toute façon, les mécanismes de contrôle et de sanctions sont insuffisants. Et c'est vrai. Il faut savoir qu'en droit international, toujours la souveraineté, la justice est facultative. C'est-à-dire, moi, État, je ne me soumets à la justice que si j'accepte que je reconnais par avance mon juge. Sinon, je peux y échapper. Alors, exemple typique qui nous a frappé, je n'avais pas réalisé, vraiment, pour être honnête, sur la Cour internationale de justice. La principale juridiction internationale, c'est la Cour internationale de justice. Il y en a d'autres, mais c'est la plus importante. Eh bien, vous savez que les États doivent reconnaître par avance, ou non d'ailleurs, sa compétence, sa juridiction obligatoire, comme on dit, la juridiction obligatoire de la CIJ. Il y a près de 90 États qui le reconnaissent, de très grands États, mais pas la France. La France, aujourd'hui, ne reconnaît pas la compétence obligatoire de la Cour internationale de justice, contrairement à la grande majorité des grands États de l'Union européenne. Le Royaume-Uni reconnaît, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Japon, avec une petite réserve intéressante, on pourra peut-être en dire un mot, l'Australie, de grands pays, mais pas la France. C'est d'autant plus dommage que d'abord, le français est une des deux langues parlées dans la Cour internationale de justice. Ça, c'est anecdotique, mais le président de la Cour internationale de justice est un Français. Mais non, on ne le reconnaît pas. Alors, en réalité, on peut le reconnaître, et c'est ce qu'on fait, mais au cas par cas, litige par litige, on dit, bon, j'accepte que tel litige soit soumis à la Cour internationale. Enfin, vous voyez, et ça, c'est valable pour beaucoup de juridictions. La justice internationale est facultative. Les comités, il y a tout un tas de comités parajuridictionnels, comités de suivi de telle ou telle convention internationale, la convention d'Aarhus à son comité, convention sur la biodiversité, etc. Mais ces comités sont des quasi-juridictions, mais qui n'ont guère de pouvoir. Là, le problème, c'est que les pouvoirs sont très insuffisants. Et puis, le problème très général aussi, c'est qu'en réalité, ces organismes ne peuvent être saisis que par les États. Donc, il n'y a pas une autorité de poursuite. Il n'y a pas un parquet, il n'y a pas... Alors, de temps en temps, mais c'est rare, les secrétariats exécutifs des conventions peuvent engager des poursuites, entre guillemets, peuvent saisir. Mais de toute façon, ces comités n'aboutissent à la fin des fins qu'à des pouvoirs de recommandation, enfin bref. Et puis alors, le plus bel exemple de ces échecs ou de ces lacunes dans l'application, c'est le Canada en 2011. En 2011, le Canada avait signé le protocole de Kyoto, contrairement aux États-Unis. Lui, il avait signé, c'est bien, tout le monde s'en était réjoui. Mais en 2011, il se rend compte qu'il ne pourra pas respecter ses objectifs, ses engagements. Il y a un engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et lui, non, il était au contraire face à des augmentations de ces émissions de gaz à effet de serre. Donc avec un petit risque de sanction, que fait-il en 2011? Le Canada se retire du protocole de Kyoto, tout simplement, pour échapper aux sanctions. Principe de souveraineté nationale, il se retire. Voilà, donc, échec quand même aussi au stade de l'application. Donc le bilan est quand même pas très glorieux. Hein. Du côté de l'élaboration, on est face à des paralysies, des échecs. Finalement, quand on arrive à adopter des traités, c'est des traités pas très ambitieux, pas très contraignants, très généraux, un peu flous. On s'entend sur l'ambiguïté. Ensuite, au stade de l'application, à supposer même qu'on ait signé un traité, de toute façon, on n'a pas vraiment de contrôle. Alors c'est quand même inquiétant, je trouve, parce que, je le disais, on a besoin de normes internationales.
On a besoin de normes internationales face à la crise écologique. Et le diagnostic que nous, on fait comme juristes, c'est que, voilà, nous, on a nos catégories, hein, on est des juristes, on aime bien les normes qui sont claires, qui sont ambitieuses et qui sont respectées, et avec un juge derrière pour les faire respecter. Or, pour le dire aussi avec une formule simple, les normes internationales sont toujours à la recherche de leurs juges. On n'a pas de juge des normes internationales, de vrais juges, avec ce que nous, comme juristes, on entend par un juge. Sans compter, j'en ai même pas parlé, mais du fait qu'au niveau interne, devant le juge national, devant le Conseil d'État, en France par exemple, on ne peut pas vraiment se prévaloir des conventions internationales, en vérité. J'ai oublié de le signaler. Pourquoi? Alors, je ne sais pas si parmi vous, certains ont fait un peu de droit et se souviennent de l'arrêt Niccolo. L'arrêt Niccolo, c'est un grand arrêt où on a dit que les traités sont supérieurs aux lois, ce qui est une très bonne chose. Sauf que, encore faut-il que les traités puissent être invoqués devant le juge national. Et là, pour qu'un traité puisse être invoqué, il a besoin d'avoir une caractéristique. Ce traité doit être d'effet direct. Seuls les traités d'effet direct peuvent être invoqués devant le juge national. Et ce n'est pas tous les traités qui sont d'effet direct, c'est uniquement les traités qui prévoient des dispositions qui intéressent les individus, les particuliers. Et c'est tout le débat. Et on en revient au fil directeur de notre rapport, parce que le juge, en général, le Conseil d'État en particulier, considère que l'immense majorité des traités environnementaux, la grande majorité, on a fait le décompte, vous verrez dans le rapport, ne sont pas d'effet direct. Et donc, pour résumer, résultat des courses, la majorité des traités environnementaux ne peut pas être invoquée devant le Conseil d'État, parce qu'il considère qu'ils n'intéressent pas les individus. Et juste pour reboucler, après je m'arrête de parler, je suis trop bavard sûrement, mais juste pour reboucler avec le fil directeur de notre rapport, c'est pour ça que la pierre angulaire de tout, à la fin des fins, c'est de dire qu'il y a un droit à l'environnement sain, que ce droit appartient à chaque individu, et que c'est bien un droit des individus, et donc un droit subjectif, donc les traités sont d'effet direct derrière, c'est ça l'idée. Un droit des individus de voir les États respecter les traités internationaux. Et donc les individus, si on part de cette justification un peu théorique, le droit à l'environnement sain, les individus ont le droit de saisir le juge, même national, pour que ce juge contraigne l'État à respecter les traités. Et l'inspiration finale de notre rapport, elle se trouve dans l'exergue de notre rapport, qui est une phrase de René Cassin. René Cassin, c'est le père de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui a beaucoup milité pour qu'on reconnaisse la place des individus comme sujet du droit international. Et vous verrez la phrase, je ne la cite pas parce que j'ai déjà été beaucoup trop long, mais on a ici la philosophie de notre rapport. L'idée, c'est de donner, à partir du moment où les individus ont un droit à l'environnement sain, de donner des garanties de ce droit. Des vraies garanties juridiques. Les garanties procédurales, c'est qu'ils participent à l'élaboration des traités. Les garanties juridictionnelles, c'est qu'ils aient le droit de saisir les juridictions. Et des garanties textuelles, c'est que leurs droits des individus soient reconnus dans un texte, et en particulier dans un grand pacte international sur la protection de l'environnement, peu importe sa dénomination, ça pourrait être une charte de l'environnement qui est vraiment la valeur d'un traité et qui consacre les droits de ces individus. Pour rebondir sur ce que disait Yann Aguilar, on se rend compte, d'un point de vue du diagnostic, qu'il y a un fossé entre l'engagement des États en matière de protection internationale de l'environnement, d'un côté, lacunaire, des États plus ou moins engagés dans la protection internationale de l'environnement, et de l'autre, c'est là le fossé, entre la volonté de la société civile, on l'entend au sens général de l'expression non-state actors, c'est-à-dire les acteurs non étatiques, pas simplement les ONG, mais également les entreprises ou les gestionnaires de territoires. Donc ce fossé entre la volonté des États et la volonté des non-state actors
alors même qu'il existe une responsabilité commune, non seulement des États, mais aussi de ces acteurs non étatiques. Pour preuve, dans le cadre de la préparation de la COP21, on sait à quel point les entreprises, les ONG sont invitées à participer à cet effort de diminution des émissions de gaz à effet de serre. Comment se traduit ce décalage, ce grand écart? Ça se traduit par une forme de déception de la part des acteurs non étatiques, et en particulier des ONG ou des individus, une déception à l'égard des politiques environnementales des États. Et cette déception, elle se traduit, si je reprends une expression américaine qui a été traduite récemment et qui, je trouve, montre bien ce à quoi nous assistons, elle se traduit par une montée en puissance de la litigation, la litigation, autrement dit d'une juridicisation de la protection internationale de l'environnement. Et oui, l'exemple type, c'est l'affaire Urgenda, la saisine par une ONG représentant un nombre important de particuliers du juge du tribunal de district de La Haye pour faire condamner l'État en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Première décision de condamnation en ce sens, avec une injonction de diminuer les émissions de gaz à effet de serre au-delà du taux initialement prévu par la politique nationale. Donc vous voyez, cette déception se traduit, cette déception à l'égard de ce qu'on peut appeler la réglementation, ou en anglais on dirait la régulation, se traduit par une saisine des juges nationaux. Au Pakistan, un juge pakistanais a également condamné l'État à créer une commission du changement climatique pour prendre des mesures concrètes en la matière. Les juges nationaux sont donc saisis de plus en plus. Au Pakistan, ce n'était pas une ONG, c'était un particulier, un agriculteur qui voyait son activité du quotidien, son activité économique, obérée par les effets du changement ou des changements climatiques. À l'échelle internationale, ce type d'action est plus difficile, pas encore tout à fait abouti. Par exemple, le président des Tuvalu avait menacé de saisir la Cour interaméricaine des droits de l'homme, considérant que la politique insuffisante des États-Unis et du Canada était l'une des causes des atteintes au territoire de ces îles. Des populations inuites ont également tenté d'agir et de saisir ces formes de juridiction. Bon, les pouvoirs de sanction sont très limités, pour autant on voit, là encore, que le cadre qu'évoquait Yann Aguilar, le cadre classique, traditionnel du droit international, où finalement on a une confiance absolue dans la capacité de régulation et de limitation des effets délétères du chacun pour soi des États, eh bien cette déception liée au chacun pour soi des États, d'une souveraineté solitaire, se traduit par un appel à plus de solidarité et donc à une souveraineté solidaire devant des juridictions nationales ou internationales. Brièvement, les propositions du rapport, du point de vue de l'application du droit, sont de deux types. D'abord, le droit international doit être mieux contrôlé, parce qu'une chose est de dire vous avez des obligations, une autre est ensuite de vérifier que l'on respecte ces obligations. Aujourd'hui, sur les 500 traités en matière de droit international de l'environnement qu'on a listés, on se rend compte qu'il y a seulement une quinzaine de traités qui précisent les modalités de vérifier, on parle de reporting, de vérifier la bonne exécution des obligations par les États. Vous voyez le gap ici entre on a des engagements d'un côté et on vérifie qu'ils sont bien appliqués. L'objectif de la Commission ici a été d'inciter à ce que les traités existants, mais aussi les traités à venir, et en particulier l'accord de Paris à propos du climat, que cet accord comporte une obligation de reporting, une obligation de rapporter de la part des États au fur et à mesure de l'exécution ou de la vie du traité, de rapporter sur la bonne exécution de leurs engagements. Pourquoi? Parce que cette transparence donne ensuite prise
à un réel contrôle et notamment au déclenchement d'une procédure de non-respect. Alors attention, la sanction d'un État, ce n'est pas comme la sanction d'un particulier qui n'aurait pas respecté le code de la route, notamment une sanction financière. Il y a évidemment une machine qui se met en route, qui peut démarrer par le simple fait de lister les États qui ne seraient pas vertueux. C'est le cas du name and shame. On nomme et en cela on attire l'attention sur ceux qui ne sont pas de bons élèves. Voilà une forme de sanction réputationnelle, je dirais. C'est déjà quelque chose d'intéressant. Aussi parce que certains États peuvent révéler qu'ils n'arrivent pas à respecter leurs engagements et demander de l'aide, demander une assistance aux autres États parties. Donc on encourage le reporting, les rapports réguliers, et on encourage aussi la mise en place de comités de non-respect, soit pour stigmatiser ceux qui ne seraient pas de bons élèves, mais aussi pour les accompagner. Aujourd'hui, ceux qui peuvent mettre en œuvre ces procédures de non-respect, c'est pas juridictionnel, hein, c'est pas une juridiction, c'est très administratif. On saisit un comité un peu indépendant qui suit la convention. Pour l'instant, ceux qui peuvent saisir ce comité de suivi sont les États. Il y a juste une convention internationale où le public peut saisir un comité de non-respect pour dire « Oh, cet État n'est pas un bon élève ». C'est la convention d'Aarhus, à Aarhus, la convention sur l'accès à la justice et à l'information. Vous voyez, c'est trop peu. C'est comme si, là encore, la protection internationale de l'environnement était exclusive des États, alors même que les ONG, par exemple, ou même les entreprises peuvent avoir des informations et fournir ces informations au comité pour révéler le non-respect d'un certain nombre de procédures. Pour preuve, l'affaire, c'est du droit international, pas public, mais c'est du droit international même et global. Dans l'affaire Volkswagen, c'est bien une ONG qui fournit des informations à l'agence américaine, l'EPA, Environmental Protection Agency, cette agence de protection de l'environnement. C'est donc elle qui sert de vigie. Donc l'objectif de la commission, c'est de renforcer la protection de l'environnement. Mais pourquoi? Par un souci de renforcement de la sécurité internationale et de la sécurité environnementale. Et pour ça, d'encourager à muscler, je dirais, ces vigies que sont les acteurs non étatiques. Donc, par ces procédures de suivi, de déclenchement du non-respect, et ça c'était le premier pôle, mieux contrôler l'application des conventions internationales en matière environnementale, et puis c'est le deuxième point du point de vue de l'application, renforcer le droit d'action en justice. Renforcer le droit d'action en justice pour cette société civile. À l'échelle internationale, il n'existe pas aujourd'hui une juridiction internationale spécialisée en environnement. La Commission propose de lancer une réflexion, j'utilise vraiment à dessein ces termes, lancer une réflexion qui s'inscrit dans les débats actuels, hein, d'un tribunal, d'une Cour internationale de l'environnement. Pourquoi je dis lancer une réflexion? Parce que ce type de juridiction ne peut être adopté en quelques mois. Il a fallu des dizaines d'années pour adopter le statut de la Cour pénale internationale. Pour autant, c'est un processus de maturation qui est intéressant. À court terme, les juridictions qui existent déjà pourraient être renforcées dans leur droit d'accès de la part de la société civile. À l'échelle internationale, finalement, et régionale, seule la Cour européenne des droits de l'homme peut être saisie par les citoyens. Pourquoi ne pas imaginer que les ONG, les entreprises puissent saisir la Cour internationale de justice, ou en tout cas avoir un droit de pétition, c'est-à-dire pour alerter cette juridiction. Pourquoi ne pas renforcer aussi le droit de pétition individuelle devant la Cour de justice de l'Union européenne? Je ne vais pas faire un inventaire à l'après-vert, simplement, voilà, c'est une chose de penser la nouveauté, évidemment, et, comment dire, symboliquement c'est fort, et
et ça nous parle de penser ce genre de juridiction, mais vous imaginez bien que déjà que la France n'a pas accepté la compétence de la Cour internationale de justice, attendre de la France qu'elle porte une juridiction internationale de l'environnement, pour l'instant, ce n'est pas tout à fait d'actualité. Donc, renforçons l'existant. Et puis, et je terminerai là, devant le juge interne, parce que protéger à l'échelle internationale l'environnement, c'est aussi responsabiliser les juges internes. On voit se multiplier la justice internationale de l'environnement devant les juges internes. Récemment, cet été, des Cambodgiens qui agissaient contre un groupe français bien connu pour des dommages à l'environnement causés bien loin d'ici, au Cambodge. Je ne parlerai pas du bien fondé de cette action, mais simplement pour dire que les juges nationaux peuvent aussi statuer et protéger davantage l'environnement. On pourra répondre sur le comment ensuite aux différentes questions. Voilà. Donc, et juste alors pour rebondir là-dessus, exactement, vous verrez de toute façon la liste des propositions devant la Cour internationale de justice. Ce qu'on propose, c'est un droit de présenter des observations à titre principal. C'est-à-dire qu'on appelle ça juridiquement un droit d'intervention des ONG devant la Cour internationale de justice. Il y a, à titre subsidiaire, l'éventuel droit de recours. Ça va loin. C'est quand une ONG saisit carrément la Cour internationale de justice. Aujourd'hui, il n'y a que les États qui peuvent saisir la Cour internationale de justice. Donc, droit de recours, on le recommande. On se dit qu'il y a peu de chances que ça aboutisse un jour. Et, à titre principal, au moins un droit d'intervention. C'est-à-dire, quand un litige est en cours, qui a été engagé entre des États, que des ONG puissent venir présenter des observations devant la Cour internationale de justice. Voilà. C'est le mot, parce que tu as employé le mot pétition, donc pour que vous repreniez bien, c'est le mot de droit d'intervention. Voilà. Juste un mot peut-être alors sur la... Parce qu'on hésitait, on était avec Yann en train de se dire que vous avez peut-être plein de questions, je ne sais pas jusqu'à quelle heure vous pouvez être là. Nous, on a au moins jusqu'à 10h30, donc on a un petit peu de temps. Mais ce serait bien quand même, je crois que Yann dise un mot, c'est ce qu'on avait prévu, de la charte universelle de l'environnement. Oui. Alors, vous verrez que le troisième volet du rapport est consacré à cette idée de cette proposition que soit négociée et conclue une charte universelle de l'environnement, un pacte international de l'environnement, peu importe l'intitulé, qui serait en quelque sorte pour le troisième pilier, constituerait un troisième pilier à côté du pacte relatif aux droits civils et politiques, à côté du pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Il pourrait y avoir un troisième pacte, le pacte du droit international de l'environnement, ou le pacte du droit à l'environnement sain, ou la charte universelle de l'environnement. Si nous faisons cette proposition-là, c'est pour donner corps aux idées que Laurent Néret vous a exposées, et c'est que je vais vous expliquer, enfin, sur laquelle je vais revenir très rapidement, et c'est aussi parce que nous pensons qu'aujourd'hui, l'idée est mûre pour proposer un tel texte. Il faut que vous sachiez que cette idée-là n'est pas totalement nouvelle, puisqu'elle avait déjà été discutée lors de la préparation de la conférence de Rio. Elle avait été sérieusement considérée dans la préparation de la conférence de Rio, mais elle s'était heurtée à l'opposition du groupe de 77 et à l'opposition d'un certain nombre d'États qui voulaient privilégier le droit au développement plutôt que le droit à l'environnement, ou du moins qui voulaient donner un poids au moins équivalent au droit au développement par rapport à celui de la protection de l'environnement. Et c'est ce qui a donné le droit au développement durable, enfin, le développement durable, et qui a conduit à ce que on revienne finalement à une formule qui avait été utilisée à Stockholm, qui est celle de la déclaration de principe, un acte final de la conférence qui prend la forme d'une déclaration de principe dont aucun n'est juridiquement contraignant, mais qui énonce des recommandations à l'adresse des États pour leur politique intérieure, pour leur politique internationale, éventuellement qui constituent des programmes, un programme pour l'action des États en matière d'environnement.
aujourd'hui, s'il nous semble que l'idée doit être ravivée, c'est pour deux raisons principales. La première raison, c'est celle qu'a expliqué tout à l'heure Yannick Guilla, c'est que le domaine fait l'objet d'une fragmentation excessive. C'est 500 traités à peu près, qui portent en toute partie sur l'environnement, et 500 traités qui ont une portée matérielle et souvent géographique très limitée. C'est un aspect de la protection de l'environnement, la lutte contre une forme de pollution, la protection de telle ou telle espèce animale, qui ont un champ d'application géographique limité, puisque la plupart de ces 500 traités sont des traités régionaux, voire bilatéraux, ce qui fait que on ne comprend plus vraiment la cohérence d'ensemble du droit international de l'environnement, et surtout que cela nuit à la lisibilité de l'environnement et à l'accessibilité à ce droit de l'environnement, qui est une condition essentielle pour l'invocation par les particuliers du droit de l'environnement devant les juridictions, si possible internationales, mais sinon internes. Et c'est là la deuxième raison qui nous incite à faire cela, c'est que nous pensons que la conclusion d'un tel traité serait de nature à faire du citoyen le principal gardien du respect par les États du droit international de l'environnement. Un traité est invocable devant les juridictions nationales de la plupart des États. Un traité permet aux citoyens de connaître ses droits, et un traité, c'est aussi un confort pour le juge national qui sait sur quoi s'appuyer, ne serait-ce que pour interpréter les règles nationales du droit interne. Aujourd'hui, les juges nationaux appliquent le droit de l'environnement, ces traités, les 500 traités, mais quand ils sont invoqués, et rares sont ceux qui sont invocables immédiatement par les particuliers, et ils appliquent les grands principes du droit de l'environnement, mais en faisant des contorsions qui sont peu satisfaisantes. Tout à l'heure, on évoquait l'affaire Urgenda, qui a été portée à la connaissance du tribunal d'arrondissement de La Haye, qui est aujourd'hui devant la Cour suprême des Pays-Bas. Dans l'affaire Urgenda, le tribunal n'a réussi à appliquer les grands principes du droit de l'environnement que parce qu'il a trouvé une règle de droit interne qui lui permettait d'interpréter, qui pouvait être interprétée à la lumière des règles, des grands principes du droit de l'environnement. Au Pakistan, c'est que parce qu'il a considéré que les grands principes de l'environnement étaient des droits de l'homme et que la constitution du Pakistan faisait obligation au juge national de donner effet aux droits de l'homme. Ça donne des solutions assez peu satisfaisantes qui ne seront peut-être pas confirmées d'ailleurs par les juridictions suprêmes de ces États. Et ça écarte l'individu de fait de cette action en sa propre faveur, en faveur de la protection de l'environnement, des juridictions internationales et internes. Pour ces raisons-là, nous proposons la conclusion d'une telle charte. Nous pensons que ça serait acceptable parce que les opposants d'hier ne sont plus nécessairement les opposants d'aujourd'hui. Le groupe de 77 fait partie des États qui sont les plus touchés par les dégradations de l'environnement et qui ont peut-être plus intérêt à la conclusion d'une telle charte. Nous pensons aussi que nous savons aussi que la plupart des principes, des grands principes du droit de l'environnement qui ont été proclamés dans la déclaration de Stockholm, puis repris et élargis dans la déclaration de Rio, sont consacrés dans les constitutions nationales. La plupart des constitutions nationales aujourd'hui consacrent un droit à un environnement. Beaucoup consacrent des grands principes, le principe de prévention, le principe de précaution. Certains sont des principes de droit international coutumier et donc sont appliqués déjà par les juridictions internationales. Pour ces raisons-là, on débattra avec vous. Nous pensons que l'heure est venue pour proposer la conclusion de ce troisième pacte des Nations Unies sur l'environnement. Et juste effectivement pour donner une petite piste qui nous a fait un peu réfléchir en se disant vraiment en fait
l'année prochaine, c'est l'année où il faut qu'on essaye de développer cette idée. Vous savez que, juste d'abord un petit mot, en matière de droits de l'homme, et en fait, un des fil directeur de notre rapport, c'est que le droit à l'environnement sain est un droit de l'homme. C'est au nom des droits de l'homme. Plein de choses en découlent, juridiquement, de cette qualification-là. Et donc, en matière de droits de l'homme, on a eu en 1948 la Déclaration universelle, qui n'a pas de valeur juridique. Hein. C'est juste une résolution de l'Assemblée générale de l'ONU. Elle n'a pas de valeur juridique. Mais ensuite, elle a été consacrée par de vrais traités, avec une force juridique. Ça veut dire qu'on peut les invoquer devant un juge, les traités, alors que la déclaration, moi, avocat, je ne peux pas l'invoquer devant un juge, je vais m'envoyer paître. Non, ça n'est pas un texte juridique. Les traités, oui. Et les deux traités qu'on a signés, qui ont transformé en du droit dur la Déclaration universelle, ce sont les deux pactes internationaux de 1966. Il y en a un sur les droits civils et politiques, et le deuxième sur les droits économiques et sociaux. On avait divisé les deux parce que, bon, les problèmes géopolitiques, de stratégie, tout le monde ne voulait pas adhérer à toutes ces dimensions. Donc on a ces deux pactes de 66. 66, 2016, l'an prochain, c'est le 50e anniversaire des deux pactes. Et on trouve que c'est une formidable occasion pour dire, écoutez, on a signé en 66 deux pactes, aujourd'hui, il y a une troisième génération de droits de l'homme qui est apparue, qui s'est développée, qui est absolument indispensable. Ce sont les droits liés à la protection de la planète. Et nous avons besoin d'un troisième pacte international, le pacte relatif à la protection de l'environnement. Et c'est cette idée qu'on aimerait porter tout au long de l'année prochaine. Je pense qu'on va continuer notre action autour de cette idée-là. Peut-être rendez-vous d'ailleurs au cours de l'année, parce qu'on aura sans doute des choses à faire. On est en train d'y réfléchir. Sachant que, à bien y réfléchir, le meilleur des mots, je crois que c'est important de vous le dire, peu importe les dénominations, hein, mais nous, on était parti sur la dénomination charte universelle dans le rapport. À la réflexion, on est en train de se dire qu'il vaut peut-être mieux, les dénominations parfois sont importantes quand même, symboliquement, il vaudrait peut-être mieux qu'on l'appelle le pacte international relatif à la protection de l'environnement, ce qui montrerait bien l'idée de compléter le diptyque par un troisième pacte. Enfin, peu importe, en réalité c'est le même contenu, c'est la même idée, c'est consacré dans un traité en droit dur, et non pas en droit mou, hein, en droit dur, ce qui est aujourd'hui dans les grandes déclarations, comme la déclaration de Rio, mais sans valeur juridique. À droit constant, pratiquement, sans changer ces grands principes. On les connaît, les grands principes. Hein. C'est principe de prévention, d'information du public, de participation, etc., dans un pacte fondateur. Voilà les grandes lignes. On a été beaucoup trop long, mais je pense que du coup, vous avez pas mal d'informations. Les grandes lignes de cette présentation du rapport, et maintenant, on est à votre disposition pour les questions que vous pourriez avoir. Moi, j'ai au moins deux questions. Je suis désolée, je ne suis pas du tout spécialiste du droit. Donc, cette idée d'impact international, est-ce que vous avez des confrères, des collègues dans le monde qui portent cette idée-là, à part vous? Parce que j'imagine que pour arriver à faire en sorte qu'il y ait un pacte international de ce niveau qui soit mis en place, il faut quand même qu'il y ait un petit peu de monde derrière. Donc, ça c'est la première question. Et la deuxième question, j'en reviendrai quand même à la COP21, où nous avons une expression qui est devenue une espèce d'expression consacrée à laquelle tout le monde se rattache, qui est le legally binding, et dont on sait parfaitement que ça ne rime quand même globalement pas à grand chose. Donc je voudrais que vous est-ce que vous avez une explication de pourquoi est-ce que on essaye d'envelopper cet accord de Paris dans une idée d'un accord contraignant, légalement contraignant, alors que quand même très vraisemblablement il ne sera jamais. Voilà, c'est mes deux questions. Très bien, donc sur la première question, à ce stade, l'idée du pacte, on l'a portée d'une manière un peu franco-française, ce qui est complètement insuffisant, bien sûr. On commençait notre réflexion à ce premier stade. En vérité, il y a beaucoup de choses qui se sont quand même passées avant partout dans le monde, et c'est notamment ce que Yann évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire que ça fait longtemps que ça traîne dans les tiroirs de l'ONU, cette idée d'un pacte international, et on a voulu le faire en 1992 à Rio. Il y a eu un échec, parce que pas mal d'États étaient réservés, voilà, et puis on a dit, bon, on va adopter une simple déclaration sans portée juridique. Mais donc,
Depuis longtemps, il y a des initiatives à droite et à gauche autour de ça. Mikhail Gorbatchev, avec son association Les Croix Vertes, a beaucoup porté cette idée aussi. Ça a d'ailleurs abouti à une autre charte, la charte de la Terre, qu'on évoque, mais qui a uniquement été adoptée par la société civile, sans aucune, alors encore moins de portée juridique à la déclaration de Rio. Mais ça, c'est ce qui s'est passé avant. Et pour répondre à votre question, ce qui va se passer après, peut-être qu'on ait le courage de s'en occuper, mais on a commencé d'ores et déjà à recevoir beaucoup de réponses et de retours très positifs parce qu'on est déjà intervenu dans 2 ou 3 colloques. Là, je suis en contact avec l'université de Columbia et le centre de climate change de cette université, donc à New York. Encore hier, j'avais des emails de personnes en Asie qui sont très intéressées. Je suis en contact avec des personnes au Brésil. Alors, c'est pas notre job hein, normalement de s'occuper de ça, mais on se dit que pourquoi pas. C'est pour ça que j'évoquais l'idée de l'an prochain, continuer des actions, essayer de diffuser ça et puis de peut-être créer un mouvement en faveur de ce cas. Mais ça, c'est plutôt à venir. Pour l'instant, on part d'ici de la France et puis on fait je laisse la parole, mais sur la COP 21, je pourrais répondre, mais peut-être que Yann, tu veux m'en dire un mot? Oui, je pense que bon, pour les différentes délégations et en tout cas pour le gouvernement français, pour la présidence de la COP, c'est évidemment un idéal que d'atteindre un traité. Parce que le traité présente des garanties de prévisibilité, des garanties d'efficacité que ne présentent pas des promesses, des vagues recommandations qui seraient adoptées par les États. Un traité, ça permet ça offre des possibilités pour les États qui s'estiment victimes du non-respect par un autre, d'engager des contre-mesures, ça offre des garanties que n'offre pas un texte de droit mou. Alors, vous dites que ça ne parviendra probablement pas à cela, à cet objectif-là pour la COP. Je serais peut-être plus réservé. Probablement, on ne parviendra pas à l'adoption d'un traité qui réglera toutes les questions. Mais peut-être qu'on parviendra à un traité qui constituera un cadre pour ensuite intégrer des questions qui n'auront pas été réglées par la suite. Je vous explique très rapidement. Il y a différentes questions qui se posent, qui pourraient être réglées, et notamment celui de savoir comment les États pourront à l'avenir s'engager et comment leurs engagements pourront être modifiés et quels seront les effets des engagements futurs des États. Donc, tout ce volet d'adaptation dans le temps des engagements pourrait faire l'objet d'un cadre conventionnel qui pourrait être adopté à la COP de Paris. De la même manière, un certain nombre de jalons dans un traité sur la manière dont pourrait être contrôlé par un organe spécifique, par les États eux-mêmes, sans doute, intervenant dans cet organe-là, le respect par les États de leur propre engagement. Ce à quoi on ne parviendra probablement pas à la COP 21, c'est à des engagements de réduction contraignants. Mais c'est peut-être pas l'essentiel aujourd'hui. L'essentiel, c'est que les États s'engagent sur des objectifs de réduction et s'engagent sur un calendrier de réduction et sur la possibilité que ces engagements les lient. Si les États ne le font pas... C'est ça, ma question, c'est celle-ci. J'ai bien compris qu'on aura... Bien sûr qu'on va avoir un traité où on va signer quelque chose. Je suis à peu près sûr qu'on signe quelque chose. Après, tout dépend de ce qu'on met dedans. Mais ce que je ne comprends pas, c'est quelle est la valeur, quelle sera la valeur juridique, internationale et contraignante de ce qu'on va signer. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Parce que quand on voit Hollande qui dit tout ça, ça va être legally binding ou rien du tout, mais sur quoi, comment est-ce que ça peut l'être? On a bien vu ce que vous évoquiez avec le Canada et avec Kyoto, dès qu'il y avait cette hypothèse de sanctions, d'ailleurs c'était une usine à gaz très compliquée, mais enfin bon bref, hop, ils se tirent et puis c'est de l'affaire est pliée. Donc je veux dire, c'est ça que je n'arrive pas à mesurer, moi, c'est qu'est-ce que ça veut dire legally binding, y compris dans le cadre d'un traité tel qu'il est supposé être signé. C'est tout le problème des traités, c'est tout le problème du droit international en général.
Pour qu'un traité, il ne suffira pas d'avoir un traité, il faudra encore que les États le ratifient. Kyoto n'a jamais été ratifié par les États-Unis. Donc c'est encore une étape qui devra être franchie. Et quand bien même sera-t-il ratifié, il restera possible pour les États de dénoncer leur engagement. C'est ce qui s'est passé pour le Canada. Mais la dénonciation des engagements n'est pas rétroactive, donc ça constitue quand même un clapet. Un État qui ne respecterait pas ses engagements au titre du traité pourrait voir sa responsabilité engagée, quand bien même il le dénoncera par la suite. Ce qui pose incidemment quand même la question de savoir quelles vont être les mesures de contrôle et quelles pourraient être les mesures de sanction. C'est certain que l'expérience de Kyoto et l'expérience canadienne, le précédent de la dénonciation par le Canada de Kyoto, fait qu'il est peu probable qu'on s'oriente vers des mécanismes de sanction comme ceux qui existaient dans le cadre du protocole de Kyoto. C'est plutôt des mécanismes, mais que, en revanche, on pourrait prévoir des mécanismes d'incitation, des mécanismes d'aide. C'est ce qui existe dans le cadre du protocole de Kyoto, qui pourrait être amplifié, et tout particulièrement grâce au fonds vert et au financement que le Nord a au Sud pour leur permettre de respecter leurs engagements. C'est la condition de l'engagement des pays du Sud, c'est qu'il y ait un soutien financier qui permette de les aider à respecter leurs obligations internationales. C'est tout l'enjeu finalement de ce fonds. Et puis, je trouve pour rebondir que la dichotomie entre un accord contraignant c'est une réussite, un accord non contraignant c'est un échec, je crois vraiment que c'est une erreur. Et d'ailleurs le débat Kerry diplomatie française me semblait ne pas être un bon débat, parce que dans tous les cas, un engagement et un accord de Paris, cela permet d'acter un certain nombre d'obligations. Quant à savoir s'il y a des sanctions spécifiques du droit international contre les États, certes c'est un enjeu, et c'est ça l'adjectif contraignant à la John Kerry. Quand il dit ce ne sera pas contraignant, c'est de dire finalement un appel au Congrès en disant il n'y aura pas de mécanisme de sanctions idoines spécifiques. Pour autant, il ne faut pas oublier que tous ces engagements lient les États et pourront servir ensuite, pourquoi, et notamment, c'est un exemple, devant les juridictions nationales pour se rendre compte pour juger du comportement de l'État. Ce qu'a fait le juge aux Pays-Bas, par exemple, je pense, pourra bien faire un effet de traînée de poudre, parce que à l'échelle de tous les États, et en France bientôt à mon avis, ce genre d'actions devant les juges nationaux vont se multiplier. Or le juge national, il faudra bien qu'il ait un référentiel pour savoir s'il y a légalité ou illégalité, pour vous la faire vraiment un schéma réducteur. Mais ce référentiel pourra évidemment trouver comme point d'appui l'accord de Paris. Donc la sanction et la contrainte au sens du droit international, c'est une chose. Mais attention, la contrainte et la sanction d'une autre manière à l'échelle nationale, ça en revanche, je crois que ce sera un des effets de l'accord de Paris. C'est la raison pour laquelle, gare au débat contraignant ou non contraignant, parce qu'encore faut-il savoir ce qui est contraignant ou ce qui ne l'est pas. Vous voulez dire que quelle que soit la forme juridique du futur accord attendu dans 15 jours, il y aura un élément utilisable nationalement, oui. Même si ce n'est pas un traité, si c'est une déclaration, admettons la forme la Non, moins c'est pas une déclaration, je pense. Mais oui, dans tous les cas, ça acte d'engagement. Il faut savoir que la soft law, le droit souple, tend toujours vers le durcissement. Et ces déclarations façon la Déclaration universelle des droits de l'homme ou la Déclaration de Rio ont été et ont toujours été des jalons pour ensuite des engagements contraignants, soit par des textes spécifiques régionaux aussi, soit par des décisions de justice ensuite. Oui. C'est une sorte de palliatif quand même. C'est-à-dire qu'effectivement, ça ne remet pas en cause la distinction entre le vrai droit et les simples déclarations sans portée juridique. Bon. Mais à titre de palliatif,
une déclaration peut quand même être très utile, même si elle n'a pas de portée juridique, parce que les juges l'utilisent notamment, c'est ce que disait tout à l'heure Yann, comme élément d'interprétation du droit. C'est-à-dire, moi, je ne peux pas appliquer une déclaration, je ne peux pas l'appliquer si je suis juge, mais je peux m'en inspirer comme outil d'inspiration de l'interprétation que je fais du droit national, par exemple. Donc ça a quand même une utilité. Et après, ce que je voulais ajouter, c'est qu'on a donc la dichotomie droit mou, droit dur. Le seul binding, legally binding, c'est uniquement les vrais traités de droit dur, mais il faudrait raffiner, parce qu'à l'intérieur des accords contraignants, des accords juridiques, on a en fait, disons, la question de savoir, est-ce qu'on a toutes les options? C'est comme dans une voiture, est-ce que vous avez aussi les vitres électriques, la radio, le machin? Et on n'a pas forcément toutes les options du legally binding dans un traité. Vous pouvez avoir quelque chose de legally binding, c'est un traité, c'est pas une déclaration, c'est un vrai traité, mais un traité où on n'a pas mis de comité de suivi, où le comité de suivi n'a aucun pouvoir, où il ne peut pas être saisi par les ONG, etc. Et donc, c'est plus une question de jusqu'où je vais dans la panoplie des instruments. Est-ce que je lui mets tout avec les ceintures, les bretelles et le parachute, ou est-ce que juste, c'est un traité que j'ai signé, mais de toute façon je suis tranquille, moi les États-Unis je peux le signer parce que je sais qu'en fait on n'a pas prévu de vrai mécanisme de sanction derrière efficace, donc je vais le signer. Ce qui est un peu fou quand même, quand on prend un peu de recul, ça veut dire que donc pour arriver à faire signer des traités, il faut surtout qu'ils soient pas, qu'ils n'aient pas tout l'équipement des sanctions. Hein, bon. Mais c'est là-dessus où on a quand même du jeu pour les diplomates, parce que ce sont eux qui négocient, et c'est utile, c'est vrai, il faut être pragmatique, du jeu qui permet de dire, bon, alors on va sans doute avoir plusieurs documents, hein, on va avoir à la fois des documents à la fin des courses, des documents non contraignants, du type Bravo, plus un document un peu cadre, c'est ce qu'évoquait Yann, avec juste des clauses de rendez-vous, un grand cadre général qui peut-être lui sera un vrai traité, mais sans tout l'attribut de tous les mécanismes contraignants. C'est un petit peu là-dessus qu'on peut jouer. International de justice pour une affaire qui n'a rien à voir avec le changement climatique, mais qui sonne comme un avertissement pour les États s'agissant du changement climatique. C'était une action qui était introduite contre un assez grand nombre d'États par les îles Marshall, tout petit État, qui demandent à la Cour de constater que ces États ne respectent pas leurs obligations internationales en matière de lutte contre la prolifération nucléaire. Vous voyez, des sujets très sensibles, aussi sensibles pour les États nucléaires que celui des changements climatiques. Pour moi, on peut tout à fait imaginer que Tuvalu, ou un tout petit État, engage une action contre le Royaume-Uni, contre le Japon, contre les Pays-Bas, pas les États-Unis, puisqu'ils n'ont pas non plus accepté la juridiction de la Cour, mais ensuite, si une dizaine ou une quinzaine d'États sont attraits devant la Cour, ça leur donnera aussi des arguments pour faire pression sur les autres États pour parvenir à des solutions. Et puis pour relier à l'actualité et à l'heure du terrorisme global, on pourrait se demander ce matin pourquoi s'intéresser à ce qui relève de l'intitulé du rapport. Pourquoi renforcer l'efficacité du droit international de l'environnement alors qu'on est à l'heure de ce terrorisme global et d'une menace de l'humanité directe là et concrète d'une autre manière. Parce que je crois que la problématique du droit international à l'environnement est avant tout une problématique de sécurité. Et pas seulement de sécurité écologique. On a évoqué le droit de l'homme à l'environnement. C'est aussi une sécurité sanitaire et culturelle dont il est question ici. La sécurité économique, parce qu'on sait à quel point l'économie mondiale est liée à la qualité de l'environnement et est liée aussi à toute cette industrie extractive. Et je terminerai, c'est ce qui relie, ce qui ne paraît pas peut-être évident, les actions, les extrémismes à la protection de l'environnement, une sécurité géostratégique, parce que, vous le savez, un désengagement en matière de préservation de l'environnement, et notamment un désengagement à propos de la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, c'est autant d'alimentation des phénomènes de déplacement de population. Qui dit déplacement de population, dans mon souvenir 25 millions de déplacés climatiques ces dernières années, c'est évidemment alimenter un déséquilibre régional et du coup un déséquilibre mondial. La paix ici est évidemment
concernés où l'efficacité du droit international de l'environnement participe d'une efficacité, à mon sens, de la protection de la paix. C'est à titre personnel, c'est pas forcément dans le rapport, mais on peut se demander bon, à quoi bon penser environnement aujourd'hui, et je crois que parce que ce serait une erreur de sectoriser et de, comment dire, de rendre hermétiques les problématiques. C'est pas, on ne parle pas simplement ici de la préservation d'espèces endémiques qui risqueraient de disparaître, c'est bien plus que ça. Pas tout à fait personnel, puisque le président du Conseil de sécurité, il y a quelques années, avait considéré que les changements climatiques constituaient une menace contre la paix et la sécurité internationale, et laissait entrevoir la possibilité que le Conseil de sécurité agisse par la voie de sanctions, par la voie de mesures obligatoires dans le domaine des changements climatiques. Mais un petit peu les bonnes nouvelles là, qui nous sont venues récemment, justement de l'ONG Ouganda, etc., qui sont ces initiatives sont populaires qui risquent d'émerger à court terme. Je voulais savoir, vous avez parlé d'un droit d'intervention des ONG, on peut parler aussi d'un droit de pétition citoyen. Dans quel cadre juridique vous pensez quel est le meilleur cadre juridique finalement pour les consacrer? Et deuxième petite question, on voit que dans certaines législations nationales, on a des obstacles. En France, on parlait de l'arrêt Nicolo, un traité peut être invoqué que si il est d'effet direct. Qu'est-ce que vous entendez exactement par un effet direct et comment le squeezer finalement au niveau international, quoi? Alors, sur sur le cadre juridique, ça dépend des sujets. Donc, pour une sorte de droit de pétition, d'une part, qu'on propose aussi, on n'a pas eu le temps de l'aborder, droit de pétition, et puis droit d'intervention devant la Cour internationale de justice. Alors, sur le droit de pétition, on propose effectivement, en s'inspirant de ce qui existe déjà dans le cadre de l'Union européenne, il y a une initiative citoyenne européenne et un droit de pétition au niveau européen. Donc on propose de transposer ça au niveau international. Bon, il y a plusieurs, après, se rendre dans les modalités, il y a plusieurs solutions possibles. Ça peut être devant l'ONU, ça consiste à faire en sorte qu'un certain nombre de milliers ou de millions de signatures conduisent les personnes qui peuvent avoir l'initiative d'engager la négociation sur un traité, de regarder ça, éventuellement de lancer un traité. Ça peut être devant le secrétaire général de l'ONU, par exemple, ou alors devant le secrétaire exécutif d'une des conventions cadres, par exemple la convention cadre sur le climat à Bonn. Bon, voilà. Et donc, alors, le cadre juridique, ça dépend un petit peu. Alors, on pourrait éventuellement, et on le propose, imaginer d'avoir une grande convention cadre transversale sur la participation du public. C'est une des propositions qu'on a. On ne les a pas toutes reprises ici, mais vous avez la liste. Adopter une convention cadre sur la participation du public à l'élaboration des normes internationales. On prévoirait tout ça, le droit de pétition, un droit de participation par principe des ONG dans les enceintes internationales, un droit d'information, un droit d'accès à l'information détenue par les secrétariats exécutifs, par exemple, etc. etc. Ça, c'est pour le premier sujet. Sur le droit d'intervention, c'est-à-dire de présenter des observations dans la Cour internationale de justice, ça peut être dans le règlement intérieur de la Cour internationale de justice, dans ses statuts, il y a plusieurs outils juridiques derrière. Et sur l'effet direct, alors sur l'effet direct c'est un peu plus compliqué parce que ça relève plutôt de la jurisprudence du Conseil d'État. Donc on invite le Conseil d'État à aller plus loin, à approfondir sa jurisprudence dans ce domaine pour pouvoir reconnaître que, en résumé, le raisonnement juridique c'est de dire qu'une convention qui s'intéresse à l'environnement, par définition, même si elle ne mentionne pas les individus dans les dispositions, par définition, elle intéresse au moins indirectement les individus qui ont le droit de voir les États respecter leurs obligations et qui, du coup, peuvent les invoquer devant le juge, peuvent invoquer ces conventions devant le juge. Elles sont d'effet direct par principe. Il y a une sorte c'est ce qu'on écrit, de présomption d'effet direct des conventions internationales, parce que, par définition, il y a une présomption qu'elles intéressent les individus si ça concerne la protection de l'environnement. Un point d'information, d'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes informé qu'il est en train d'être négocié une convention équivalente à celle de la Russe pour l'Amérique latine et centrale. Le deuxième round de négociation s'est clos il y a quelques semaines. Le prochain aura lieu à Montevideo au mois de mai prochain. C'est très intéressant parce que ça concerne potentiellement un assez grand nombre d'États. Et les règles qui sont contenues dans le projet actuel sont très proches de celles qui existent pour la convention. Et les citoyens des États sud-américains ne connaissent pas d'ailleurs
bien l'existence de ces négociations-là, quand bien même elles ne sont pas du tout secrètes, que les projets peuvent être connus de tous. Donc il y a peut-être un manque de relais d'information. Et puis une autre proposition aussi, c'est que, comme on a dit que l'application efficace du droit international de l'environnement passait aussi par les juges nationaux, les juridictions nationales, ça suppose aussi d'inciter et d'encourager les États à reconnaître le droit d'action devant leurs tribunaux, des organisations, des personnes qui ont pour mission de protéger l'environnement. Si je dis ça, c'est que par exemple, ça nous semble une évidence qu'une ONG du type Greenpeace puisse saisir un juge en se constituant partie civile, par exemple. Mais si on prend des États comme Madagascar, par exemple, parce que c'est le seul exemple qui me vient en tête, mais il y en a sûrement bien d'autres, d'autres personnes que le procureur, par exemple, ne peuvent saisir un juge. Ce qui veut dire qu'effectivement, la justice a plus de mal à passer parce que le juge n'est pas saisi. La Chine vient au 1er janvier 2015 d'adopter un système par lequel des organisations, c'est pas le terme ONG, hein, parce qu'elles n'existent pas de la même manière, mais des organisations sociales peuvent saisir le juge en matière d'application du droit de l'environnement. Bon, attention, une chose est le texte, une autre en est l'application, mais pour autant, ne jamais oublier que ça montre bien l'ouverture de la Chine et l'ouverture de ses tribunaux à des acteurs, je dirais pas non étatiques, para-étatiques. Pour la Chine. Et le préjudice écologique, là, tout le travail dont vous avez parlé en introduction, est-ce que ce ne serait pas aussi un autre moyen de rentrer dans des actions liées au changement climatique? Oui. Et pourquoi en France on n'a plus aucune nouvelle? J'ai l'impression que c'est un peu Bien parlementaire. Ouais. Mais tout à fait, on avait la même problématique du rôle de vigie, pour reprendre le terme de Laurent qui est tout à fait adapté, des associations, puisque c'est souvent elles qui engagent des actions en réparation du préjudice écologique et donc qui portent un petit peu la représentation des intérêts de la nature devant les juridictions. Donc on a un peu la même problématique sur le rôle de la société civile. Écoutez, un grand merci pour votre présence. On est à votre disposition les uns ou les autres. Moi, si vous voulez, je vais vous laisser ma carte de visite. J'en ai amené quelques-unes. Si vous avez ensuite des questions, vous pouvez passer par l'intermédiaire d'Estelle pour nous contacter aussi. Voilà. Et encore une fois, on va peut-être revenir vers vous dans le courant de l'année 2016 autour d'un projet de pacte un petit peu plus précis, de pacte international sur la protection sociale. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.